bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons notre invité, Francky Deschâteaux, qui nous dressera un bilan économique de la situation actuelle du monde agricole. Puis Mathieu Driol, senior analyste chez Day by Day, sera avec nous en duplex pour la commo du jour. En ouverture donc de ce Minimag, on va traiter de l'information que vous pouvez retrouver sur le site lalettre-de-l'acheteur.com. Comme nous vous l'annoncions il y a 15 jours, l'Indonésie a bien levé les mesures d'interdiction des exportations d'huile de palme. Et on a appris hier que les autorités du pays ont délivré des permis d'exportation pour 179 464 tonnes d'huile de palme à la date donc du 2 juin 2022. Ce qui correspond exactement à 160 permis d'exportation accordés à 18 entreprises pour les expéditions selon le ministère du Commerce indonésien. Ces permis sont délivrés uniquement à la condition sine qua non que les entreprises vendent une partie de leur production sur le marché intérieur. Dans le détail, des permis ont été délivrés pour 87 109 tonnes d'huile de palme raffinée, blanchie et désodorisée et 90 255 tonnes d'oléine, toujours raffinée comme son huile de palme vue précédemment, tandis que le reliquat a été délivré pour l'huile de cuisson. Selon les données du ministère du Commerce, je vous rappelle que pour faire face à la flambée des prix intérieurs de l'huile de cuisson, l'Indonésie avait imposé une interdiction d'exportation de 3 semaines à compter du 28 avril dernier pour contrôler la flambée des prix de l'huile de cuisine faite à base d'huile de palme. L'interdiction des exportations de sucre du gouvernement indien est entrée en vigueur hier, ont annoncé des responsables du gouvernement. L'interdiction sera en vigueur jusqu'à fin octobre. La semaine dernière, le gouvernement a décidé de plafonner les exportations de sucre pour garantir la disponibilité intérieure. L'exportation de sucre blanc, brut et raffiné est placée sous catégorie restreinte à partir du 1er juin 2022, indique une notification publiée par la Direction générale du commerce extérieur la semaine dernière. Cependant, la notification indique qu'avec effet du 1er juin au 31 octobre ou jusqu'à nouvel ordre, l'exportation de sucre sera autorisée avec une autorisation spécifique. Les rapports indiquent que la décision a été prise compte tenu de la situation mondiale qui pourrait déclencher une pénurie de sucre. L'interdiction est intervenue quelques jours après que le gouvernement a interdit les exportations de blé dans le cadre de ces mesures visant à contrôler l'augmentation des prix dans le pays. L'Inde est le plus grand producteur de sucre au monde mais consomme également la majeure partie de sa production. C'est le deuxième exportateur de sucre après le Brésil. Décidément, la saison 2021-2022 s'annonce vraiment délicate. C'est au tour des producteurs de melons de tirer désormais la sonnette d'alarme. En effet, en raison notamment de la sécheresse et de la réduction des surfaces dédiées à ce fruit, la plupart des régions productrices sont en déclin cette année et on assiste à une flambée des prix sur le marché. La production espagnole est réduite de moitié, les melons du Maroc ont connu des incidents liés à la logistique et la production française démarre très lentement. Certains professionnels ayant même fait le choix de se tourner vers d'autres cultures aux rendements assurés. Résultat, les prix explosent et atteignent jusqu'à 5 € pour les melons d'origine France. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec notre invité du jour, monsieur Francky Deschâteaux. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans cette édition du Minimag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr et il est désormais temps de recevoir, d'accueillir sur notre plateau notre invité, monsieur Francky Deschâteaux. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable entreprise durable et territoire chez Agridé avec une majeure économique et financière et ce depuis janvier 2021. Agridé, qu'est-ce que c'est ? C'est un think tank de l'entreprise agricole créé en 1867 qui réunit les acteurs des secteurs agricoles, agroalimentaires et agro-industriels. C'est bien ça ? Tout à fait. Tout à fait, merci beaucoup. Monsieur Deschâteaux, j'ai envie de vous poser cette première question. Quels sont selon vous les enjeux pour l'agriculture de demain ? Ils sont très nombreux. On pourrait dire qu'ils sont à la fois économiques, écologiques, énergétiques, voire sociologiques, le côté humain. Très, très important. L'économique, pour illustrer, aujourd'hui, majoritairement, les revenus agricoles dépendent des aides publiques, ce qui est quand même très, très important et très spécifique au monde agricole.
qui est tout un enjeu de développer plus de valeur ajoutée et d'économie, d'économie marchande. Sur le volet écologique, on a les mêmes problématiques que tous les secteurs d'activité. L'agriculture est à la fois responsable, victime et source de solutions des enjeux environnementaux, qu'il s'agisse des gaz à effet de serre, de la biodiversité ou des enjeux eau, par exemple eau et sol, pour en donner quelques-uns. Sur le volet énergétique, on est aussi un secteur, l'agriculture et l'agroalimentaire sont des secteurs qui sont très dépendants de la pétrochimie, de l'énergie, des énergies fossiles. Donc ça aussi, il y a un enjeu fort de transformation des modèles pour diminuer cette dépendance. Alors ça se construit dans le temps, bien entendu. On ne change pas un modèle du jour au lendemain. Et le volet sociologique, très humain, là on l'a vu dans les derniers chiffres du recensement national qui se fait tous les 10 ans, qu'il y a encore une perte de chefs d'exploitation qui se poursuit, à peu près moins 20% par rapport à 2010. Donc des difficultés de renouvellement des générations qui se posent. Alors il y a moins en moins de personnes, il y a peut-être des salariés qui compensent les chefs d'entreprise, mais il y a aussi un fort besoin de renforcer l'attractivité des métiers et des formations. Ce ne sont pas les secteurs qui attirent le plus les jeunes aujourd'hui, malgré l'image positive qui s'améliore du monde agricole. Voilà, un ensemble d'enjeux globaux qui se répercutent sur des structures agricoles qui sont quand même très petites en termes de taille, donc des TPE. Ça veut dire que le patron de l'entreprise agricole doit tout faire à son niveau. Donc c'est beaucoup de compétences mobilisées, beaucoup de besoins de formation pour changer tout ça. Donc on voit que c'est assez un mouvement d'ampleur en tout cas. C'est un mouvement d'ampleur qui pourra peut-être être mis en place par le nouveau ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire qui a été choisi par le président de la République. Donc on note, alors moi je note qu'en fait aujourd'hui on parle désormais de ministère de la Souveraineté Alimentaire, ce qui semble être un des axes de travail du gouvernement. Or quand on regarde la balance commerciale en 2021, si on enlève les vins et spiritueux, on se rend compte que cette balance est déficitaire. Du coup, si on veut vraiment atteindre cette souveraineté alimentaire, est-ce que la France peut produire ce qu'elle importe en réalité? Est-ce que la France a les moyens de ses ambitions? Déjà, le changement de nom de ce ministère est important. Il associe l'agriculture amont, production, avec l'alimentation. C'est déjà une chaîne de valeur qui est complète. Le thème est aussi très politique. On a vu que la crise Covid, qu'on avait beaucoup de dépendance avec les pays extérieurs, mais c'est le fait de 20 ans ou 30 ans de choix économiques pour notamment orienter vers les coûts de production plus bas. On l'a vu sur les masques, on l'a vu sur les machines de réanimation dans le cadre du Covid, on l'a vu sur le paracétamol, des produits de base tout de même. Et puis sur l'agriculture, on l'a vu également, on l'a vu avec la dépendance sur la main-d'œuvre étrangère, on l'a vu sur le machisme agricole, les pièces détachées qui viennent d'Allemagne par exemple, on l'a vu sur les intrants chimiques aussi, engrais, produits phyto, qui sont également été révélés encore plus avec la crise en Ukraine. Alors sur le volet, c'est vrai que sur le volet balance commerciale, on met souvent en avant que la France est encore positif, que c'est le secteur qui contribue encore parmi les derniers avec les avions positivement à la balance commerciale. Mais si on regarde dans le détail, c'est vrai que le pôle vin et spiritueux est très important parce qu'en valeur, il pèse beaucoup. Des vins de Bourgogne, de Champagne, etc., qui apportent beaucoup d'argent à l'économie française. Mais dès qu'on retire cette partie-là sur l'agroalimentaire, souvent sur tout le reste, on est plutôt en déficit sur les viandes, sur les produits d'alimentation animale par exemple. Et idem pour l'agriculture, si on prend le volet agricole pur, si on retire les céréales qui pèsent un gros morceau, une grosse partie des exportations de produits agricoles, avec le lait aussi, le reste est majoritairement importé. C'est vraiment une question de valeur aussi. Est-ce qu'on importe des produits à plus forte valeur ajoutée et on exporte des produits à faible valeur ajoutée? Donc la balance des deux fait qu'on est déficitaire. On est déficitaire, mais donc est-ce qu'on peut réellement devenir, pas suffisant, mais du moins atteindre une forme de souveraineté alimentaire? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut arrêter de consommer des fraises d'Espagne et se concentrer et acheter des fraises et consommer des fraises françaises? Est-ce qu'on vient de voir le melon est très cher, mais est-ce qu'on peut arrêter de consommer du melon maroc? Est-ce qu'on peut, très clairement, hormis les fruits exotiques qui poussent que sous des latitudes équatoriales, tropicales, est-ce qu'on peut faire rapatrier une partie de notre production? C'est possible? Donc la France est déjà majoritairement dans une bonne situation, globalement. À
Après, la France a aussi pour avantage important d'avoir une diversité importante de contextes pédoclimatiques, c'est-à-dire des sols avec des climats différents. Comme d'avoir à peu près toutes les productions, on peut les faire techniquement en France, si ce n'est les ananas ou les cocos, ou le café ou le cacao, mais en tout cas, majoritairement, on peut tout faire techniquement en France. Aujourd'hui, le raisonnement est quand même plutôt économique. Si, pour des raisons de main-d'œuvre plus élevées, de fiscalité plus élevée, il est moins cher de le faire au Maroc ou ailleurs, aujourd'hui, économiquement, c'est ce qui tire. D'accord. Okay. Alors, il y a beaucoup de débats qui pèsent aujourd'hui pour dire, mettons à l'échelle également les normes environnementales, auquel cas ça peut renchérir le coût des importations. Ce sont des sujets qui travaillent actuellement le monde politique, mais qui ne se font pas comme ça non plus. Il y a un cadre qui est assez carré au niveau mondial, au niveau européen, qui ne permet pas de mettre des barrières à l'entrée pour des raisons environnementales. En tout cas, pas à ce jour. Pas à ce jour. Vous parlez de fiscalité, de coût de la main-d'œuvre. Le gouvernement a mis en place un plan de résilience pour l'agriculture. En quoi ça consiste et quelles en sont les limites selon vous ? Globalement, il est fait pour gérer une situation d'urgence, celle qu'on vit actuellement avec une forte hausse des coûts de production, principalement liés aux énergies, charbon, gaz, pétrole notamment, et puis à d'autres coûts de production qui sont impactés en deuxième niveau, comme les engrais. Donc tout ça contribue à des hausses importantes à court terme sur les coûts de production agricole. C'est quasiment plus 15, plus 20% aujourd'hui pour la campagne du moment, et puis quasiment plus 30% pour la prochaine qui commencera, on va dire, en juillet, août, septembre. Donc là, on voit que c'est quand même assez fort. Il y a aussi le même impact sur l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, qui elle aussi est très dépendante des énergies fossiles. Donc il y a un impact sur la transformation des produits. Et donc l'ensemble de ces coûts-là réunis doit être répercuté sur les clients finaux, donc agroalimentaires autres, ou le client final que nous sommes, le consommateur dans les magasins. Alors ce plan, il est surtout constitué d'aide à la trésorerie, soit à l'échelle de l'exploitation agricole, on lui prend en charge une partie des cotisations sociales, il y a une partie pour l'élevage, pour compenser la hausse du prix des aliments. Pour l'agroalimentaire, il y a une partie de prise en charge des surcoûts liés à l'énergie. Après, il y a toute une partie qui est liée au remboursement anticipé de la TICPE, qui est la taxe sur les carburants fossiles, qui est remboursée avec quelques mois d'avance. Donc, de donner un peu d'oxygène à l'entreprise, mais ce ne sont pas des aides qui payent les factures. Ouais, d'accord. Et puis c'est fait a posteriori en plus, j'imagine. C'est-à-dire que l'agriculteur va se retrouver dans une situation délicate à un instant T et il n'a pas besoin d'être finalement aidé à la fin du mois, 15 jours plus tard ou 3 mois plus tard, comme souvent c'est le cas des remboursements fiscaux. Du coup, est-ce que c'est suffisant en fait en réalité ? Souvent ça se passe quasiment un an après. Un an en plus, par rapport à l'année. C'est ça. Lors 2022, on rembourse les taxes 2021. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on anticipe ce remboursement. Donc il aurait eu lieu de toute façon. Mais le fait de l'avancer permet de passer le cap du court terme. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux qui se posent derrière. Toutes ces dépendances dont on a parlé tout à l'heure, ça pose comme des questions de long terme, d'agir aussi dès aujourd'hui pour réduire ces dépendances à 10 ou 15 ans. Alors, ce n'est pas du court terme immédiat, mais c'est maintenant qu'on met en place ces décisions pour que dans 15 ans, on ne vive pas les mêmes phénomènes qu'on a aujourd'hui. On a du temps devant nous pour l'anticiper. Il faut prendre date, comme on dit en finance. D'accord, je comprends, mais donc du coup, vous me parlez de court terme, vous parlez de long terme, quelle est la priorité aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut allier les deux, en fait, en réalité C'est toute la difficulté des dirigeants. Bien sûr qu'il faut lier les deux. C'est que le court terme a tendance toujours à dire c'est le moment immédiat, donc priorisons-le. Mais le long terme, c'est les solutions de court terme de demain. Donc il faut vraiment mettre ça en place, ça s'accompagne. On dit par exemple, développons les énergies renouvelables comme le biogaz pour être moins dépendant du gaz russe dans 10 ans. C'est un projet qui commence maintenant, on ne construit pas des unités du jour au lendemain, ça coûte plusieurs millions d'euros, donc il y a des vrais enjeux financiers aussi, et un développement industriel également. Ok, merci beaucoup Monsieur Duchâteau d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable entreprise durable et territoire chez Agridé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une pause et on retrouve la commo du jour avec Mathieu Driol. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec Place de la Bourse.fr, et il est désormais temps d'ouvrir notre rubrique La Commo du jour avec Mathieu Driol. Bonjour Mathieu.
Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day et qu'aujourd'hui, vous allez commencer par nous analyser le cours du sucre. Le sucre, qui pourrait, potentiellement subir une tendance haussière avec les différentes mesures protectionnistes qui sont mises à l'œuvre aux quatre coins du monde. Graphiquement parlant, ça fait déjà de nombreux mois que la tendance elle est haussière sur le sucre. En fait, elle s'est validée en début d'année 2021 avec le franchissement du précédent sommet qui était aux alentours des 450. En fait, le sucre avait effectué donc pendant 2 ans, de 2018 à 2020, un plat, une base de fondation en fait qui est le prélude à un retournement haussier. Et puis depuis 2021 et la formation de ce nouveau plus haut, les cours enchaînent les creux et les sommets ascendants avec notamment des sorties haussières de figures de consolidation, tel que ce triangle symétrique ou que ce drapeau avec une accélération haussière. Ces dernières semaines, les cours ont donné encore un signe de force récent ces 3-4 dernières semaines avec le franchissement du précédent sommet à 565 et l'ouverture d'un gap haussier, toujours un signal d'accélération de la tendance. Plus rien ne s'oppose à la poursuite de cette dynamique vers le sommet de 2016 à 619 et puis probablement que ce niveau sera par la suite débordé pour viser les niveaux de 2012 entre 697 et 725. La lecture haussière sur le sucre est forte et constante, régulière et ne donne aucun signe de faiblesse. Aucun signe de faiblesse, donc c'est même pas la peine de parler de support finalement, j'imagine. Le tout dernier support qui est intéressant à noter en fait c'est 518. Il faut remarquer que les cours du sucre ont une tendance depuis effectivement de nombreux mois de transformer toutes les anciennes résistances en support, donc de générer des polarités. C'est aussi un signe de force de la tendance. Alors c'est intéressant de le noter puisque donc effectivement tant qu'on reste au-dessus de 518, il n'y a aucune lecture baissière possible et surtout en fait le dernier sommet qu'on vient de franchir c'est 565. Donc si on se réfère au passé, les cours donc pourraient accélérer vers 619, revenir se reposer sur 565 afin de vérifier là encore une polarité avant de franchir le niveau des 619. Donc à surveiller 565 si on revenait dessus. Ok, merci Mathieu. On enchaîne avec le maïs. Oui, donc le maïs Paris, qui a une configuration qui est somme toute intéressante. Alors une lecture haussière, un mouvement d'accélération extrêmement puissant, mais qui a testé et qui n'a pas réussi à franchir une résistance aux alentours des 370. C'est la première fois depuis de nombreuses semaines, voire mois, que le maïs ne parvient pas à déborder un niveau. Donc attention. Pourquoi attention ? Parce que ces relatifs échecs dans le débordement de la résistance a provoqué une phase de consolidation intermédiaire. Celle-ci, bien que ample et pour l'instant limitée par le dernier creux à 307,75, si les cours venaient à enfoncer ce niveau en clôture, on aurait alors la formation d'un double sommet sur la résistance à 368,75 et ce double sommet, la validation de cette figure est une des conditions pour éventuellement générer une consolidation, une phase de correction qui serait beaucoup plus ample. Alors pour l'instant, pas encore d'inquiétude puisque le support n'a pas été enfoncé, mais méfiance tout de même à proximité des 307,75, 310. Il faudra vraiment surveiller les cours du maïs aux alentours de ce niveau qui, s'il effectivement était cassé, pourrait générer une correction, un retour un peu plus profond en direction de la zone de support majeur entre 232 et 262. Donc 307,75 à surveiller pour les semaines à venir. Ok, merci beaucoup Mathieu, très clair. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. C'est fini pour ce mini-mac de la lettre de l'acheteur, votre bimensuel dédié aux matières premières agricoles et au monde agricole, en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition de votre magazine. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Finance et un très bon week-end.